11h-13h sur Europe 1. Stéphanie Demuru et vous. Et l'actualité du jour, c'est évidemment l'Europe et l'Ukraine à Washington. Les yeux seront tournés ce soir vers les États-Unis après le sommet Trump-Poutine. L'avenir de l'Ukraine se jouera peut-être aujourd'hui dans la capitale américaine. Volodymyr Zelensky aura-t-il la marge de manœuvre suffisante pour éviter de céder trop de territoire en échange d'un plan de paix? Le président ukrainien peut en tous les cas compter sur le soutien de plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron. Nous sommes avec Pierre Lellouche, ancien ministre spécialiste des questions internationales, auteur d'Engrenage aux éditions Odile Jacob. Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour Stéphanie. Alors, déjà, les Européens vont devoir un petit peu patienter. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, ils sont tous là, tous au complet. C'était presque inespéré. À un moment donné, on s'est demandé s'ils allaient vraiment se retrouver autour de la table des négociations. Mais manifestement, Donald Trump va recevoir Volodymyr Zelensky en premier. Vous avez d'autres peut-être informations ? J'en ai pas du tout, pas plus que vous. Il faut simplement rappeler que ce voyage groupé sans précédent, à ma connaissance, la première fois qu'une chose de ce genre se produit, c'est le résultat du sentiment de panique qui a suivi le sommet d'Anchorage entre Trump et Poutine. Car non seulement Trump réhabilitait en quelque sorte le président russe, poursuivi par la Cour pénale internationale, que personne ne voulait voir depuis 2022. Non seulement il le réhabilite, mais surtout il laisse tomber les conditions que les Européens lui avaient demandé de garder. Vous vous souvenez que juste avant le sommet d'Anchorage, le chancelier Merz avait organisé une sorte de visioconférence avec Trump et les Européens pour lui dire un certain nombre de conditions que les Européens voulaient poser, dont en particulier l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat. Ça a été totalement abandonné en cours de route. Voilà. Et Trump a littéralement abandonné ça pour se rallier à ce que souhaitait Poutine, à savoir la négociation directe d'un traité de paix. Ensuite, il y a eu ce que l'on a appris après, la proposition de Poutine de modifier les frontières et notamment d'obliger les Ukrainiens de se retirer de la partie du Donetsk qu'ils contrôlent encore. Tout ça en échange de l'arrêt des combats sur le reste de la zone. Là aussi, c'était quelque chose que ni les Ukrainiens ni les Européens ne voulaient, sauf que dans l'avion du retour, Trump a dit à Fox News, moi je souhaite que Zelensky accepte le deal, comme il dit, et que les Européens, en fait aussi. Et c'est ça qui a envoyé une espèce de signal d'alarme, de panique générale en Europe, qui a ensuite provoqué les visioconférences de Macron depuis son lieu de vacances, et ce voyage improvisé à Washington maintenant. Mais pardonnez-moi, Pierre Lellouche, il y en a le sentiment assez souvent, ce n'est pas la première fois que les Européens réagissent dans la panique. La guerre, c'est depuis février, cette intervention militaire, c'était depuis février 2022, c'est pas une nouveauté, vous voyez ce que je veux dire. Comment expliquer cette improvisation, cette impuissance qui fait qu'à la fin, évidemment, on agit dans la réaction et la panique? C'est une vieille histoire. L'Ukraine est devenue indépendante en 91, mais en réalité, personne n'était vraiment d'accord pour bâtir une stratégie. Qu'est-ce qu'on allait faire de ce nouveau pays, qui est un pays important, qui est plus grand que la France. Il y avait à l'époque 50 millions d'habitants dans ce pays. Aujourd'hui, il y en a plus de 30. Enfin, c'était un pays charnière. Les Russes, naturellement, voulaient le garder dans l'orbite russe. Les Ukrainiens essayaient de passer à l'ouest, mais on n'a fait aucune des choses qu'il fallait pour s'occuper de ce pays. Ni on avait armé pour dissuader les Russes, au contraire, on a désarmé. On s'est mis sous la coupe des Russes en matière de gaz derrière l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a tiré toute l'Europe vers le gaz russe. Et en même temps, on n'a pas négocié non plus. Donc, à la fin de la journée, on est arrivé au coup d'État de 2014, la conquête de la Crimée. On n'a pas dit grand-chose. On a fait
quelques sanctions, mais guère plus. Tout ça a dégénéré ensuite dans ce qu'on a appelé le processus de Minsk. Je raconte tout ça dans mon bouquin parce que c'est une vieille histoire. C'est pas Hitler-Churchill, c'est une longue histoire. La relation entre la Russie et l'Ukraine, ça remonte à 900 ans, donc c'est très compliqué comme situation. Et les Européens, quand l'agression est venue, ils ont suivi Biden. Biden, lui, avait, à partir du mois d'avril, quand il a vu que l'armée russe était battue devant Kiev et qu'elle était en retraite, là, les Américains se sont dit on va peut-être infliger une leçon. Le ministre de la Défense américain de l'époque a dit on va leur ôter l'envie de recommencer. Donc, ils se sont engagés massivement avec des livraisons d'armes. Les Européens ont suivi pour des raisons moralisatrices ou de morale légitime. Qui peuvent être légitimes, effectivement. Et Emmanuel Macron, lui, met aussi en avant la sécurité de l'Europe. Est-ce que il a raison, effectivement, de mettre cela en Europe? Est-ce qu'il y a un réel danger existentiel pour l'Europe, comme quand même à le rappeler régulièrement Emmanuel Macron? Oui, moi je trouve que tout ça est très exagéré, mais ce qui est sûr, c'est que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'après nous être embarqués derrière Biden, on découvre que Trump ne veut plus de cette guerre. Voilà. Trump, il a changé radicalement de position. Il veut pas de la guerre. Il veut pas aider l'Ukraine. Il veut même être payé, remboursé pour l'aide qui a été donnée par le passé. Donc, il a exigé des terres rares des Ukrainiens. Et quant aux armes, il dit aux Européens, si vous voulez aider l'Ukraine, vous n'avez qu'à acheter des armes américaines, mais vous les payez. Donc voilà, on a complètement changé d'équation. Et là, on se retrouve au milieu du gué, avec une Russie qui est en position de force sur le terrain. Et évidemment, le devenir de l'Ukraine devient un problème non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe. C'est pour ça que la fixation des frontières et des garanties de sécurité sont les deux points durs de la réunion de Washington d'aujourd'hui. C'est ça qui envoie un sentiment de panique. Mais Pierre Lellouche, avec des exigences, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais avec des exigences antinomiques. Vladimir Poutine, lui, l'a dit, il veut s'attaquer aux racines du mal. Vous l'avez dit vous-même, je crois, quand vous étiez ministre à l'époque, vous l'avez confié. Vladimir Poutine n'a jamais voulu que l'Ukraine passe, si j'ose dire, à l'ouest. L'Europe, elle, veut l'inverse, puisque veut des garanties absolues de sécurité et à des positions totalement contraires à la Russie. Et au milieu, vous avez effectivement un Donald Trump qui est dans le deal, dans le pragmatisme, qui veut la paix, qui veut effectivement faire des deals et peut-être avoir un prix Nobel de la paix. Donc comment on s'en sort et est-ce qu'on peut s'en sortir surtout? Écoutez, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, il va falloir régler cette affaire. On est en train d'apprendre ce que disait mon vieux maître Raymond Aron. Oui. Il disait que une grande puissance qui veut interdire des conquêtes territoriales à un voisin doit s'armer et non proclamer à l'avance sa désapprobation morale. Il ne suffit pas de donner des leçons de morale pour stabiliser les choses. Donc là, les Européens ont face à eux un véritable mur financier qui consiste d'abord à se réarmer, parce que les forces militaires en Europe sont à l'os, en Angleterre, en France, en Allemagne. Alors, le réarmement... L'Allemagne a augmenté son budget considérablement, mais c'est vrai on est encore loin du compte. Voilà. Donc, nous, on avait espéré que Mme van der Leyen lance un grand emprunt pour la défense. Ça n'a pas été le cas. Les Allemands et les Hollandais ont refusé. Donc, chacun chez soi doit trouver l'argent. Les Allemands en ont de l'argent. Donc, ils ont mis 500 milliards pour réarmer. Nous, on n'en a plus d'argent. Donc, l'augmentation du budget de la défense, telle qu'il a été décidé par Macron, c'est 3 milliards. 3 milliards, c'est rien par rapport aux besoins. Donc, il va falloir réarmer et il va falloir aussi s'occuper de l'Ukraine. Et comme vous le savez, on a donné à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à les prendre en charge. Ce qui amène des problèmes considérables, notamment dans le domaine agricole. Demandez à la FNSEA, ils vont vous expliquer. Ah oui. Le poulet ukrainien, le fameux. Voilà. Donc, on est en face d'un mur de problèmes extrêmement complexes, avec le risque que, si cette situation n'est pas stabilisée, elle dégénère à tout moment. C'est pour ça que
cette situation est très angoissante. Sans compter Alors Emmanuel Macron, justement, je m'arrête sur ce point quelques instants, Pierre Lellouche. Emmanuel Macron, lui, insiste évidemment sur les garanties de sécurité. Il parle du renforcement d'une armée ukrainienne robuste. On se souvient qu'il y a quelques mois, Volodymyr Zelensky souhaitait, je crois, 200 000 hommes sur le terrain, mais vous l'avez déjà évoqué, qui va payer, avec quels moyens? On en revient toujours à la même chose. C'était le sens de ma première question. Hein. Je ne voulais pas remonter au début du conflit, mais tout simplement, cela fait des mois qu'on y est, et à chaque fois il y a une réaction des Européens qui ne semble pas avoir finalement des réponses concrètes et efficaces. Non seulement ils n'ont pas de réponse concrète, mais en plus ils ont tout fait pour se soumettre aux Américains. Regardez ce qui s'est passé au mois de juin lors du sommet de l'OTAN à La Haye, les flatteries, l'obséquiosité, tout pour essayer de garder Trump à l'intérieur de l'OTAN. Et sa garantie. On a vu le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'ancien Premier ministre hollandais, appeler Trump papa. Vous imaginez, papa vient nous protéger. Ensuite, il y a eu quelques semaines après, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, qui fait le voyage jusqu'à un club de golf en Écosse pour littéralement abdiquer devant une extorsion de fonds, parce que les Américains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, les droits de douane étaient à 3% au début de l'année, maintenant c'est 15%. Et vous êtes priés de donner 15%. Et on donne 15%, sans la moindre rétorsion. Donc quand on est dans la politique de la génuflexion permanente, il est ensuite difficile d'aller expliquer à Trump... Mais Pierre Lellouche, je vous invite à rester avec moi, parce que là, vous me lancez la transition. Est-ce que justement, il n'est pas temps de changer de paradigme? Finalement, papa, c'était l'ordre mondial depuis 1945. Est-ce qu'il n'est pas le temps de penser autrement? On va en parler avec vous dans quelques instants, juste après la pub. Il est 11h16 sur Europe 1 et Stéphanie Demuru, vous êtes toujours avec Pierre Lellouche, ancien ministre, spécialiste des questions internationales et auteur du livre Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Et Pierre Lellouche, auteur d'une excellente tribune ce matin aussi dans le Figaro, où en substance il explique que Donald Trump a offert une réhabilitation internationale à Vladimir Poutine et a en quelque sorte lâché les Européens. Pierre Lellouche, vous nous parliez de Mark Rutte qui appelait Donald Trump papa lors de la dernière réunion sur l'OTAN. Mais enfin, je vous posais la question juste avant la pub, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de paradigme? Cet ordre mondial de l'après 1945, est-ce qu'il existe toujours? Écoutez, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est que, à la surprise générale, c'est l'Amérique de Trump qui est en train de systématiquement démonter, saborder les règles et les institutions que les Américains eux-mêmes avaient fondées en 1945. Non seulement Trump s'est retiré de tout un tas d'organisations, ce qu'il avait déjà fait la première fois, l'Organisation mondiale de la santé, l'accord de Paris sur le climat, bien entendu les cours pénales et tout le reste, tout ce qui est juridiction internationale, mais il vient de démanteler l'USAID, donc la politique d'aide au développement américaine est par terre. Il veut transformer les règles et il considère par exemple que quand on a besoin d'un territoire, on le prend, on dit qu'on va le prendre. On a besoin du Canada, on a besoin du Panama, on a besoin du Groenland. Et au fond, ils sont en train de devenir une puissance révisionniste, pas tellement différente dans le style de ce que les Russes ou les Chinois veulent faire. Quand les Chinois disent moi je veux Taïwan et les Russes disent je veux l'Ukraine. Oui, mais dans le même temps, l'Europe s'accroche à un état de droit. Alors c'est louable, c'est tout à leur honneur, mais enfin ne va-t-elle pas être de plus en plus isolée, cette Europe, à respecter l'état de droit, alors que manifestement le reste du monde a changé? Oui, alors on peut être les porteurs de l'état de droit à condition de s'en donner les moyens. C'est-à-dire que je citais tout à l'heure Raymond Aron, ça ne sert à rien de faire de la morale si derrière il n'y a pas les forces militaires pour équilibrer les rapports de force. Or c'est là que le bas blesse. Oui. Pendant 30 ans nous avons des armées, il faut recommencer à s'armer, il faut essayer de bâtir quelque chose en commun, mais c'est très difficile. Il faut un leader en Europe. Et ça risque d'être l'Allemagne à nouveau. Ça fait des années que Emmanuel Macron nous parle de l'armée européenne. Depuis qu'il a été élu la première fois, on n'en voit toujours pas la couleur.
Voilà, il parle de souveraineté européenne. Il a dit depuis Brégançon que progressivement l'Europe s'affirme en acteur géopolitique. Moi, je vois plutôt une Europe dispersée et qui a plutôt tendance à se coucher systématiquement devant Trump. Justement, Pierre Lelouch, est-ce que l'Europe va à Washington aujourd'hui unie? Parce qu'on sait qu'il y a Giorgia Meloni qui n'est pas toujours sur la même ligne, qui est d'ailleurs plus proche de Donald Trump que ne l'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils vont parler d'une même voix, ces Européens, aujourd'hui à Washington? Ils vont dire que la sécurité de l'Ukraine entraîne celle de l'Europe, et bien sûr c'est juste, mais après, la question vraiment très complexe, c'est comment est-ce qu'on garantit la sécurité de l'Ukraine après un accord de paix, sachant que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est exclue aussi bien par les Russes, naturellement, qui n'en veulent pas depuis longtemps, mais exclue aussi par les Américains, aussi bien Obama, Biden et Trump ne veulent pas de prendre le risque. C'était l'une des raisons de l'intervention militaire russe. Absolument. C'était ça le point clé des Russes. Ils ne voulaient pas l'élargissement de l'OTAN jusqu'à l'Ukraine et à la Géorgie parce qu'ils considèrent que c'est leur zone d'influence. Ils l'ont dit, répété, ils me l'ont dit à moi. Donc voilà. C'est ça. Mais l'intéressant, c'est que les Américains sont sur la même ligne. Les Américains ne veulent pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, comment est-ce qu'on construit des garanties de sécurité sans les Américains? Alors, les Américains disent peut-être qu'on apportera une certaine aide, mais une aide à quoi? Et quelles seraient les forces européennes qu'on engagerait en faveur de l'Ukraine? Où est-ce qu'on va les déployer? Est-ce qu'on va les déployer en Ukraine même? Donald Trump a sous-entendu qu'il pourrait justement s'y atteler à ces garanties de sécurité, mais c'est vrai que sans en donner la forme. Alors, voilà, Giorgia Meloni a évoqué, vous savez, une solidarité sur le modèle de l'article 5. Si jamais l'Ukraine venait à nouveau être attaquée, les Européens seraient solidaires. Mais enfin, c'est vrai que ça pose question. Est-ce que c'est une solution crédible pour vous? Mais vous savez, il y a aussi une clause de sécurité à l'intérieur de l'Union européenne. Oui, absolument. On veut faire entrer l'Ukraine à l'intérieur de l'UE, il y aura une clause de sécurité automatique qui ressemble à l'article 5 de l'OTAN et qui lie les Européens. Le problème, c'est de savoir comment on articule ça avec le traité de paix, sachant que les Russes ne veulent pas voir d'Européens à l'intérieur de l'Ukraine parce que c'est faire rentrer l'OTAN par la fenêtre, donc ils n'en veulent pas. Ça veut dire qu'il faudrait avoir des forces très positionnées, par exemple en Pologne ou en Roumanie, importantes, qui pourraient aider l'Ukraine en cas de nouvelle agression russe. Voilà le genre de... Et alors, qui protégerait ces forces-là? Est-ce qu'elles iraient toutes seules ou bien est-ce qu'elles bénéficieraient du renseignement américain ou de la défense aérienne américaine? Voilà, les questions qui se posent sont Pierre très Lelouch, complexes. je vous propose de rester avec nous puisque vous savez, c'est aussi une émission d'auditeurs. Nous sommes avec Francis. Bonjour Francis. Bonjour Stéphanie et bonjour à tous les auditeurs. Vous nous appelez d'où? Des Vosges, du fin fond des Vosges, sous un ciel bleu magnifique, un beau soleil et de l'air. Ah oui, très belle région. Les Vosges, je connais bien. Francis, vous vouliez intervenir dans la conversation que nous avons avec Pierre Lelouch et cette journée évidemment importante qui va se jouer à Washington. Importante, ça c'est l'interprétation européenne. Pierre Lelouch a dit beaucoup de choses. Il a oublié l'OMC quand il a cité l'OMS, etc. Trump définit les règles. Trump est un seigneur, il définit les règles. Il est hors de l'OMC, il a défini les règles commerciales, les droits de douane, c'est tant pour vous, etc., etc. Donc c'est un seigneur qui la semaine dernière a rencontré un autre seigneur qui s'appelle Poutine. Et aujourd'hui, on a les vassaux européens qui se rendent à Washington pour rencontrer leur seigneur. Mais les vassaux, depuis des années, et pas seulement depuis le début du conflit de l'opération spéciale russe en Ukraine, subissent la loi des Américains. On a bêtement suivi, alors que Pierre Lelouch l'a déjà dit, fin mars 2022, cette guerre devait être terminée. Un protocole de paix allait être signé en Turquie et les Américains ont envoyé Boris Johnson pour dire non, on va continuer la guerre. Alors on a eu le résultat
de tout ça dans l'entretien qu'a eu Trump avec Zelensky ou devant les téléspectateurs du monde entier. Il a dit on a déjà mis 175 milliards de dollars dans votre guerre. D'ailleurs, il y en a 40, on ne sait pas trop où ils sont passés. Il faudra nous... Oui, c'était le 28 février. Vous faites allusion à cette rencontre houleuse entre Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, oui. Houleuse, pas houleuse. Pour Volodymyr Zelensky, j'imagine que c'était pas très agréable quand même. Voilà, il y avait le petit garçon qui écoutait son papa qui lui donnait une leçon. Et donc aujourd'hui, les Européens ne font que suivre. Ils ont suivi bêtement. On aurait pu arrêter la guerre à ce moment-là. Et on aurait sauvé des dizaines de milliers de vies, déjà en Ukraine et en Russie, et on aurait surtout sauvé des dizaines, des centaines de milliers d'entreprises en Europe. À condition de faire des concessions, effectivement, territoriales. On n'a pas encore abordé le fond du problème avec Pierre Lelouch, mais c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Oui, mais elles sont faites. L'Ukraine est occupée sur la partie qui intéressait les Russes pour mettre fin au conflit d'avant la guerre. Alors, à la guerre civile qui avait lieu en Ukraine, les Russes ont organisé leur opération militaire après avoir prévenu les Européens, après avoir prévenu les Américains. Il faut se souvenir de ce qui se passait les 18, 19, 20, 21 février 2022, où Macron faisait une vidéo où il donnait une leçon à Poutine avec une conseillère à lui assise à côté qui secouait les mains en disant « Oh là là, ce qu'il est en train de lui mettre ». Mais c'est toujours pareil. Vous avez l'équipe du Plessis-Robinson qui joue contre le Real de Madrid. On n'a pas ni l'argent, ni les moyens militaires, et Pierre vient de le dire il y a quelques instants, pour peser dans ce conflit. Donc, il fallait regarder quel était l'intérêt pour l'Europe. L'Europe avait un seul intérêt, c'était l'intérêt énergétique, pouvoir poursuivre ses importations en provenance de Russie. On l'a pas fait. Résultat, le prix du gaz a été multiplié par 4. On l'achète aux Américains qui s'en sortent super bien. Comme le prix de l'électricité en Europe est bêtement indexé sur celui du gaz, ou en tout cas sur la dernière unité produite, etc., ça a flambé. Et on a coulé en 2024 pour la France plus de 65 000 entreprises, et on va dépasser les 70 000 en 2025. Voilà le résultat de cette guerre en Ukraine. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. C'est vrai qu'on se souvient à l'époque, notre ministre de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire, qui avait dit que la Russie, on allait mettre la Russie à genoux. C'est vrai que l'Europe s'en est plutôt mal sortie dans ce contexte de guerre. On sent chez vous une forme d'amertume. Je ne prends aucun parti, si vous voulez. Pour moi, c'est pas une affaire droite-gauche, c'est juste une affaire de réflexion économique. Qu'est-ce qu'on avait à gagner dans cette histoire-là ? Rien, on a tout perdu. Et on a aujourd'hui encore plus perdu, puisque l'Allemagne a décidé de mettre 500 milliards d'investissements militaires. Et je discutais récemment sur votre antenne avec un historien en disant « J'aime pas trop quand l'Allemagne est puissante en période de crise, quand elle est puissante militairement en période de crise, parce que l'histoire nous a montré que c'est toujours un petit peu dangereux d'avoir un pays puissant. C'est un point de vue. Pierre Lelouch, quand vous entendez Francis, c'est vrai que c'est un auditeur qui semble bien informé, qui nous rappelle quand même, en effet, qu'on avait promis à la Russie de la mettre à genoux, en tout cas de son économie. Aujourd'hui, l'Europe s'en sort très affaiblie de cette guerre. Oui, notre ami Francis, lui, il est sur la ligne bleue des Vosges, donc il sait de quoi il parle, et il dit beaucoup de choses justes, en tout cas de choses que moi j'ai écrites dans mon livre. J'ai essayé de raconter cette histoire. C'est vrai que j'étais, je crois, un des tout premiers à publier d'ailleurs le préaccord qui avait été conclu entre les Ukrainiens et les Russes 2 semaines après le début de la guerre. Ils se sont vus d'abord en Biélorussie, puis en Turquie au mois d'avril. Et c'est dans mon livre, il y a même un communiqué le communiqué de presse était prêt et qui annonçait un accord de principe de paix entre l'Ukraine et la Russie. Or, tout ça a capoté, et ça a capoté parce qu'à partir du mois d'avril, la décision a été prise à Washington et à Londres d'aider puissamment l'Ukraine de façon à se débarrasser de l'armée russe. Malheureusement, ça a raté. L'opération, la contre-offensive, la fameuse contre-offensive de l'été 2023 avec des armes occidentales a échoué parce qu'entre-temps les Russes avaient construit une ligne de défense imprenable. Donc depuis 2023, on sait
que l'Ukraine ne peut pas reconquérir ses territoires militairement. On va y revenir justement dans quelques instants. Si vous avez encore un peu de temps à nous accorder, Pierre Lelouch, vous êtes toujours passionnant sur ces questions. Merci Francis d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Oui, ça réagit au standard Pierre Lelouch. On poursuit nos conversations avec vous. Concrètement, est-ce que vous en attendez quelque chose ? Vous disiez tout à l'heure, il va bien falloir s'en sortir. On l'a rappelé, ce que souhaite Vladimir Poutine, eh bien, c'est s'attaquer aux racines du mal. L'Ukraine ne passera pas à l'ouest, en tout cas, il ne le souhaite pas. La démilitarisation de l'Ukraine, la neutralité de l'Ukraine, interdiction évidemment de l'adhésion à l'OTAN, la gel du front. De l'autre côté, vous avez un Volodymyr Zelensky qui explique qu'il lui est impossible de céder du territoire. Comment, justement, concrètement, on s'en sort ? Bon, je crois qu'il va falloir des concessions des deux côtés, notamment les Russes vont devoir abandonner l'idée de plafonner l'armée ukrainienne. Il va falloir qu'ils probablement aussi renoncent à un certain nombre de prétentions territoriales. À la fin de la journée, je pense qu'on va se trouver dans une situation très semblable à ce qu'on a à Chypre ou en Corée, à savoir une ligne de démarcation le long de la ligne de front. Juridiquement, on ne reconnaîtra pas naturellement les conquêtes territoriales russes, oui. Mais politiquement, ça donnera les bases d'un armistice qui s'installera dans la durée, et chacun espérant d'ailleurs que ça ne dérape pas. Mais ça va être compliqué parce que il y a eu tellement de souffrance, il y a eu 1,5 million de tués dans cette affaire et de blessés. C'est considérable. C'est une guerre qui dure depuis 3 ans et demi, qui est une guerre de très haute intensité, avec beaucoup de victimes parmi les soldats, mais aussi parmi les populations civiles. Donc il y a, pour les Ukrainiens, l'idée d'abandonner du territoire et de renoncer, en tout cas pour la partie qui se trouve à l'ouest de l'Ukraine, autour de Lviv, etc., qui est nationaliste et anti-russe, le risque, c'est que cette frontière soit contestée en permanence. Donc il faut trouver le moyen d'en sortir. Trump, il a une ligne assez simple. Si vous n'acceptez pas le compromis territorial et nous, on est prêt peut-être à donner quelques vagues garanties de sécurité, alors je m'en lave les mains. Il a commencé à laisser entendre que si ça devait rater, ce serait pas sa faute à lui, mais la faute des Ukrainiens et des Européens. Voilà, c'est ça sa ligne, sa position. Oui, et on en revient à la question des moyens qu'on a évoquée tout à l'heure. Avec quels moyens l'Europe n'est pas capable d'assurer seule la sécurité de l'Ukraine. Et puis surtout, il y a la reconstruction de ce pays. Il y en a pour 500 ou 700 milliards d'euros. Voilà, donc c'est une somme considérable. Gérer un pays qui va être détruit, dévasté, instable politiquement après tout ça, surmilitarisé. Il va falloir littéralement les accompagner dans le relèvement de ce malheureux pays. Voilà, c'est ça la question qui est posée aux dirigeants européens, tout en lançant un travail de réarmement militaire indispensable, puisque de toute façon, on a maintenant une situation de guerre au centre de l'Europe et on ne peut pas faire comme si. On aurait pu, moi j'ai écrit un livre pour expliquer que tout ça aurait pu être évité, que c'est une catastrophe. Oui, ça fait des années, vous le dites, je me souviens d'un article très clair que vous aviez écrit chez nos confrères de Valeurs Actuelles. Vous expliquiez ce dont personne ne parlait à l'époque, il faut bien le dire, ces espèces de grignotage de l'Europe aussi vers l'Est, contrairement d'ailleurs aux promesses de 1991 d'un certain George Bush. Ça, c'était presque tabou, on n'en parlait pas dans les médias occidentaux. Mais vous savez, ça l'est encore beaucoup dans les médias généraux du pays. La ligne, c'est que on a affaire à un nouvel Hitler, c'est que on est au bord de l'invasion des Russes. Enfin, tout ça est complètement délirant à mon sens. On a affaire à une vieille histoire, malheureusement, qui n'a pas été gérée des deux côtés, qui a dérapé dans une compétition entre les deux grands, dans laquelle nous, on s'est engagé pour des raisons morales, sans réfléchir aux conséquences stratégiques, même économiques, comme le disait Francis tout à l'heure. On avait des investissements extrêmement importants en Russie qui ont été essentiellement perdus. Donc aujourd'hui, on va assister à la reprise des relations économiques entre les États-Unis et la Russie, ça j'en suis sûr. ExxonMobil d'ailleurs a déjà été rapatrié en Russie, vous avez vu ? Évidemment. Et vous aurez la même chose du côté allemand qui n'attendent que cela pour reprendre. Donc
Voilà, aujourd'hui, clairement, Pierre Lelouch, il y a peut-être un côté cynique à poser cette question. D'ailleurs, on va donner la parole aux auditeurs pour voir ce qu'ils en pensent. Mais est-ce qu'il faut être tout simplement pragmatique et arrêter cette guerre, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression chère à Emmanuel Macron? Je crois que le moment est venu. Il faut savoir terminer une guerre à un moment ou à un autre. C'est toujours très difficile, surtout du côté des perdants. Mais le problème, si vous voulez, nous, Européens, on s'est engagé dans cette espèce de, ce que j'ai appelé dans mon livre, une guerre par procuration non déclarée entre l'OTAN et la Russie. Et du coup, maintenant, on n'est plus en position d'être les médiateurs de cette affaire. Oui. On est du côté de Zelensky, on accompagne Zelensky. Et donc, quelque part, la défaite de Zelensky, c'est en même temps la nôtre. Et ce qu'essayent de faire les dirigeants européens, c'est d'emballer ça dans quelque chose qui ressemble pas à une défaite. Mais malheureusement, c'en est une. Et nous devrons vivre avec les conséquences de tout ça, conséquences qu'on aurait pu, encore une fois, éviter. Oui. C'est ça qui est présent. Pierre Lelouch, ça réagit au standard. Christiane, qui nous appelle de Rennes. Bonjour Christiane, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Stéphanie. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec toutes ces idées pro-russes parce que je trouve quand même que non mais ça va pas du tout. Pourquoi vous parlez d'idées pro-russes? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Christiane? Pierre Lelouch, mais enfin il n'est pas le seul, malheureusement, c'est le discours général. Bon, moi je trouve ça très bien que Macron aille là-bas, justement. Ah non, mais personne n'a dit le contraire, Christiane. Parce que là, il a tout à fait raison. Parce que, enfin, il ne faut pas oublier ce que c'est quand même que la Russie totalitaire, qui est toujours la même de toute façon avec Poutine, qui vient du KGB d'ailleurs. Hein. Et ben, il y avait, je crois que c'est Brejnev, il me semble, qui disait aux Américains, il disait. Tout ce qui est à vous non, tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à vous est négociable. On accepte ce genre de choses. Alors les Américains de l'époque, tous les présidents américains qui lui n'acceptaient pas ça. Mais maintenant, on a Trump qui, lui, accepte. Est-ce que nous, on va accepter ça? Mais non. Non, mais Christiane, Pierre Lelouch, il va vous répondre, mais il ne disait pas l'inverse. Le problème, c'est peut-être d'avoir les moyens, justement, de refuser, d'imposer autre chose. Enfin, Poutine, il se déplace. Normalement, il doit être arrêté, quoi. Déjà, normalement, c'est quelqu'un. Déjà, il a, voilà quoi. Il y a eu des enfants ukrainiens, déportés en Russie. Il y a eu des tas de choses. Il y a vraiment des crimes abjects qui sont commis contre l'Ukraine. Et puis nous, on est là, puis on dit, lui, il dit, Trump, il dit, c'est lui qui est surtout dans l'histoire. Il dit, de toute façon, non, elle viendra pas dans l'OTAN, l'Ukraine. Enfin, et c'est pas à lui de décider, c'est pas son pays. Quoi, en fait, c'est pas son pays. Il est complètement hystérique contre les Mexicains. Par contre, les Ukrainiens, ils n'ont pas le droit. Ils sont réellement menacés, eux. Hein. Pierre Lelouch, qu'est-ce que vous répondez, puisque vous êtes interpellé par Christiane? Donc je vous donne la parole, Pierre Lelouch. Je voudrais dire à Christiane d'abord que mon seul but, c'est l'intérêt de la France, et pas l'intérêt de qui que ce soit. Moi, cette affaire, elle a été imposée de l'extérieur, et la question, c'est de savoir quel est notre intérêt à nous, Français, dans cette histoire. C'est ça, ma seule boussole, c'est celle-là. La deuxième chose, c'est que, contrairement à ce que vous dites, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est soumis à l'accord de l'ensemble des pays membres. Ça se fait à l'unanimité par un vote de chaque pays. Donc si un pays est contre, l'Ukraine ne rentre pas. Or, il se trouve que le garant principal de l'Alliance, c'est-à-dire les États-Unis, est contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais pas seulement Trump, c'était le cas aussi des présidents démocrates précédents, Biden et avant lui Obama. Et pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN? Parce qu'ils savent que c'est un casus belli ouvert avec la Russie et que ça entraînerait automatiquement une guerre entre les superpuissances. Ils n'ont pas envie de risquer une guerre nucléaire à cause de l'Ukraine. Voilà, pour répondre à votre question. Après, sur le fond de la chose, toute guerre est une horreur. Regardez ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Après le pogrom du 7 octobre, la destruction de Gaza, le nombre d'enfants, de gens qui sont morts, une guerre est toujours une horreur. C'est pour ça qu'il faut essayer de les éviter, les guerres, et de les arrêter quand on peut. Dans cette affaire, madame, la vérité, elle est simple sur le plan militaire. Elle a été reconnue aussi bien par les chefs militaires américains qu'ukrainiens. L'Ukraine ne peut pas reprendre militairement les territoires perdus. D'un autre côté, la Russie ne peut pas conquérir toute l'Ukraine. Donc il y a un moment où il faut que ça s'arrête, car l'alternative, tous ceux qui disent Trump a tort, il faut pas d'accord, il faut pas accepter
de récompenser les Russes, parce que c'est à ça que ça revient, et c'est vrai d'ailleurs, on va récompenser. Tout accord aujourd'hui récompensera les Russes d'avoir agressé et pris du territoire en Ukraine. Mais quelle est l'alternative? Continuer la guerre? Et avec qui? L'Ukraine, je disais, en 91 avait 52 millions d'habitants. Les 10 premières années de l'Ukraine indépendante étaient tellement mal gérées dans la corruption que 10 millions d'Ukrainiens sont partis. Depuis le début de la guerre, 8 ou 9 millions d'Ukrainiens sont partis. Ils sont tombés maintenant à 30 millions d'habitants. Les dirigeants ukrainiens, on peut les comprendre, ont décidé de ne pas envoyer les jeunes sur le front parce qu'ils veulent permettre de garder encore des jeunes mâles pour sauver le pays à l'avenir. Donc qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans les tranchées? Les pères de ces jeunes, ils ont 40 ans, 45 ans, 50 ans et ils sont sur le front. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, c'est de continuer à les faire tuer sous des drones dans des tranchées pendant encore combien de temps? On en est à 1,5 million de morts et de blessés des deux côtés. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'arrêter les choses, d'essayer de reconstruire l'Ukraine avec l'aide des Européens, avec l'aide internationale? Ça peut être fait et faire en sorte que, à terme, ce pays puisse se reconstituer après avoir réussi son pari économique. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Plutôt que de s'enfoncer dans un discours moralisateur qui continue à être dominant en France. Ne vous trompez pas, c'est pas moi qui suis majoritaire, bien au contraire. Ce que vous lisez partout, c'est que les Ukrainiens peuvent encore gagner la guerre, c'est qu'il faut continuer la guerre, c'est qu'il faut continuer à les armer. Encore une fois, le différentiel de puissance est tel entre les deux pays. En plus, la Russie est soutenue massivement par la Chine derrière et d'autres pays. On ne voit pas comment on peut renverser les choses sur le plan. On les entend pas trop d'ailleurs, Pierre Lelouch. La Chine, vous en parlez beaucoup dans votre livre Engrenage. Vous dites d'ailleurs qu'on se dirige clairement tout droit vers un monde post-occidental dominé par la Chine et le Sud global, parce que c'est vrai que Christiane nous le disait. L'Europe est c'est vrai que est unanime dans ce discours que vous avez, Christiane, mais c'est vrai qu'on est parfois isolés. Nous autres Européens, on oublie que la plupart des pays ne pensent pas nécessairement comme nous, et beaucoup de pays finalement soutiennent la Russie. Il faut le souligner ici, même si c'est pas forcément agréable, Pierre Lelouch. Soutiennent peut-être pas, mais n'approuvent pas non plus les leçons de morale que nous donnons. L'une des grandes surprises des diplomates occidentaux, on s'est engagé dans cette guerre pour des raisons morales. On va aider l'Ukraine, on a mis énormément d'argent. L'Europe a mis 150 milliards d'euros dans cette affaire. Pas rien. En aide civile, humanitaire et militaire. Alors d'ailleurs, j'ai une question peut-être idiote, Pierre Lelouch, à vous poser sur ce... Je veux juste terminer. Donc on a fait cet effort en pensant que nous on le faisait pour des raisons universelles, c'est-à-dire la défense du droit, la défense des frontières, etc. Or, on s'est aperçu à l'ONU, au moment des votes, que c'était pas comme ça, que beaucoup de pays du Sud global n'avaient rien à faire de cette guerre entre blancs. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on passe à autre chose, parce que cette guerre elle a des conséquences économiques et même militaires dans de nombreuses régions, et les gens n'étaient pas nécessairement de notre côté, au contraire. C'est ça qui est une des grandes surprises dans cette affaire, en tout cas du côté européen, c'est qu'on était sûr que nos valeurs étaient partagées par tout le monde, mais c'est pas le cas. Et je crois qu'il faut avoir ça en tête. C'était l'objet de ma remarque. Justement, j'avais une question sur ce point, Pierre Lelouch, qu'on pose assez peu, me semble-t-il. On a entendu Donald Trump réclamer ses 350 milliards de remboursements de manière assez vive dans le bureau ovale à Volodymyr Zelensky. Les 150 milliards d'euros investis par l'Europe pour l'Ukraine, est-ce que ça sera remboursé? Est-ce que c'est un investissement? Quid? Alors il y a peut-être une partie en prêt, j'ai pas le détail, mais non, normalement c'est pas à être remboursé. Au contraire, nous en faisant que de l'Ukraine un pays candidat à l'Union, on va assurer son relèvement économique. Ça veut dire que, par exemple, tous les fonds structurels qui vont en ce moment en Grèce ou au Portugal ou en Bulgarie, ils vont être redestinés en direction, fléchés en direction du pays le plus pauvre, qui a le plus besoin, c'est-à-dire l'Ukraine. De la même façon, en matière agricole, on va sûrement faire des facilités aussi. On avait commencé à le faire, mais on les a interrompus parce que c'était très compliqué pour nos propres producteurs.
mais on va faire en sorte d'aider puissamment l'Ukraine sur le plan économique. La question, c'est avec quel argent, encore une fois, sachant que la France est très désargentée et surendettée, et que c'est le cas de d'autres pays aussi. Donc on a ce sujet qui est majeur devant nous. Oui. Merci beaucoup. Merci Pierre Lellouche, ancien ministre spécialiste des questions internationales, de nous avoir accompagnés sur ce sujet important aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, accompagné par les Européens. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'Engrenage aux éditions Odile Jacob. Merci à vous, Christiane, d'être intervenue sur l'antenne d'Europe 1.